J. Merci de nous rejoindre sur Radio J. Et comme prévu, une émission spéciale ce matin, Shoah dans la bande dessinée. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Effectivement, un jour spécial, le jour du souvenir de la Shoah. Et une émission ce matin qui est consacrée par le biais de la culture et notamment de la bande dessinée. Cela fait plusieurs années, en effet, que la Seconde Guerre mondiale et le génocide des Juifs sont racontés dans des bandes dessinées et autres romans graphiques via la vie de personnalités, mais aussi des fictions. La Shoah dans la bande dessinée a même fait l'objet d'une exposition au mémorial de la Shoah dès 2017 à Paris. Alors comment représenter un sujet aussi douloureux et hautement sensible que le génocide des Juifs par les nazis dans la bande dessinée, réservé pour beaucoup, et c'est vrai, à un public très jeune? Et pourquoi ce sujet est-il si exploité? Pourquoi ça marche? Eh bien, afin d'y répondre ce matin, pour nous accompagner dans cette émission spéciale, nous accueillons notre chroniqueur Xavier Nataf, journaliste excellent, spécialiste de la bande dessinée en direct de Marseille. Bonjour Xavier. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Merci Xavier d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors effectivement, beaucoup de bandes dessinées sont publiées à un rythme très soutenu chaque année. Alors pour bien comprendre cet attrait, est-ce qu'on a les chiffres de ces publications justement, et pourquoi aussi cet attrait de plus en plus important? C'est assez incroyable parce que depuis une bonne quinzaine d'années, il y a, je sais pas, entre 2 et 3 albums qui sortent par mois, une trentaine par an, sur le sujet spécifique de la Shoah. Bon, il y a énormément de bandes dessinées qui sortent, c'est un domaine de l'édition qui est très, très, très développé, mais pour le coup, il y a quand même quelque chose de vraiment tout à fait spécial autour de ce sujet-là. On va essayer de comprendre pourquoi tout au long de cette petite émission, mais au fond, en tout cas, je voudrais commencer par dire que ça n'intéresse pas que les enfants, ça intéresse aussi les enfants. Oui. Et la bande dessinée, elle est aussi pour les adolescents, elle est aussi pour les adultes, et il y a toutes sortes de récits autour de la question de la Shoah. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que ça n'intéresse pas que les Juifs, et loin de là. Vous savez, enfin, évidemment que sur Radio J, on est quand même assez centré là-dessus, mais au fond, dans le monde, les Juifs, c'est 0,3% de la population mondiale. En France, c'est vraiment pas très, très, très important. Et les éditeurs ne se trompent pas, finalement. Les livres marchent, sinon ils n'en éditeraient pas. Les gens les achètent. Et encore une fois, pas que les Juifs. Et je crois que c'est un des aspects vraiment intéressants. C'est un sujet qui interpelle, qui intéresse, qui interroge bien au-delà de la communauté juive. D'ailleurs, bon, je chronique beaucoup le cinéma sur cette antenne, mais on peut faire un parallèle très intéressant sur le nombre de sujets de films aussi qui sortent autour de ce thème-là depuis au moins les années 80. Il y a quelque chose qui interroge la population, et je crois qu'en ce jour de Yom Shoah, c'est bien de ne pas se sentir seul. Oui. Alors, on parle de la Shoah dans la bande dessinée, ça date pas d'hier. Est-ce qu'on connaît l'ouvrage, justement, qui fait mention pour la première fois de cet épisode tragique dans la bande dessinée, Xavier? Il est très très tôt pendant la guerre, il est question de parler d'abord de la guerre et des camps de concentration. Par exemple, dans un album très connu qui s'appelle La Bête est morte de Calvo, il y a tout donc le dessinateur imagine sur 2 albums la guerre de manière d'ailleurs animalière, vous savez, comme pour Mickey ou comme pour plus tard pour Mouse. L'idée, c'est que les protagonistes sont transformés en animaux. Oui. Donc là, en l'occurrence, les Allemands sont des loups, les Français sont des lapins, les Anglais sont des bulldogs, enfin, etc., etc. Donc ça, c'est publié en 1944. Ça, c'est en 1944, donc c'est vraiment à quelques mois à peine après la fin de la guerre. Mais alors, il est question de la guerre, il n'est pas question spécifiquement de la Shoah, il est question, il n'y a pas d'ambiguïté sur la place des uns et des autres, mais au fond, on ne parle pas des Juifs. Voilà. Donc, voilà. La première fois qu'on en parle vraiment, en tout cas dans la bande dessinée franco-belge et européenne, c'est dans 2 histoires de l'oncle Paul qui paraissent dans le journal Spirou.
en 1952. Donc déjà quelques années ont pu passer, où là on parle, donc ça s'appelle Le héros de Budapest est seul contre la barbarie, et là c'est des BD qui pour la première fois, disons, abordent vraiment la question non seulement des camps de concentration, mais des camps de la mort. Ouais. Ça c'est pour la BD franco-belge européenne. Et pour la BD américaine, il y a quelque chose qui s'appelle Master Race, qui a été publié en 55, donc c'est aussi assez tardif par rapport à la guerre, mais au fond, c'est la première fois aussi qu'on en parle. Mais il faudra, et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire de la BD, c'est qu'au fond, on en parle, mais sans en parler. Les super-héros, etc. On va en parler dans 2-3 minutes, mais on met beaucoup de temps à parler spécifiquement de la Shoah, oui, et spécifiquement des Juifs. Effectivement. Alors, vous parlez de super-héros. Effectivement, on aborde souvent sur cette antenne l'histoire de Superman, très intéressante. On sait que pendant la Seconde Guerre mondiale, les créateurs juifs, puisqu'il faut rappeler que c'était des juifs, des super-héros notamment, écrivaient pour s'en prendre aux nazis. Superman contre les forces du mal. Il y a plein d'allégories notamment qui sont faites, d'hypothèses en tout cas, qui sont faites. Mais on a su tardivement, finalement, c'est vrai, en images graphiques, à quoi ressemblait un camp d'extermination, mais il y a des dessins datant des témoins eux-mêmes et qui sont très connus. Alors lesquels, Xavier, justement? Alors sur les super-héros, là aussi, je reviens 2 minutes, c'est effectivement qui parle de la guerre, il parle du combat contre les nazis. La première couverture de Captain America, c'est Captain America qui botte le cul de Hitler, oui, etc., etc. Donc on est dans un effort de guerre, encore une fois, et on n'est pas dans quelque chose de spécifiquement Juif, sur la destruction des Juifs d'Europe, même si, vous l'avez tout à fait bien souligné, tous les créateurs des super-héros de cette époque-là étaient juifs. On a quelques témoignages, mais qu'on a découvert très tardivement, de gens qui, dans les camps, dessinaient. On a d'autres témoignages, il y a des gens qui écrivaient, il y a des gens qui peignaient, enfin, autant qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Mais il nous est arrivé quelques albums qui sont pas vraiment de la bande dessinée stricto sensus, pas avec des bulles, etc. Mais on a quand même des images séquencées avec des cases, etc., etc. Et notamment, il y a un album qui est incroyable, qui s'appelle Mickey au camp de Gurs, qui est quelque chose qui a été fait en 1942 par un Horst Rosenthal. Il s'agit d'une quinzaine de planches qui reprend le personnage de Mickey. Et ce créateur-là s'est débrouillé non seulement pour dessiner, mais pour relier même de façon très artisanale ces planches comme si c'était un vrai album. Et il s'agit, alors il s'est même amusé à écrire publié sans l'autorisation des studios Walt Disney. Et ça parle évidemment, il y a une identification totale entre le dessinateur et Mickey, personnage bien connu des enfants, surtout à cette époque-là, et sur ce qu'ils vivent dans le camp. Donc là, par exemple, c'est quelque chose qui nous est arrivé, mais qu'on a découvert vraiment extrêmement tard, il y a juste une quinzaine d'années, quoi. Donc voilà. Il y a d'autres témoignages, d'autres dessins qui racontent la vie des Juifs dans les camps de concentration et d'extermination, mais très peu nous sont arrivés jusqu'ici. Alors, vous l'avez dit, la bande dessinée, ce n'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes, mais c'est en tout cas un moyen peut-être d'intéresser une génération qui ne sait pas ce qu'est la Shoah. En ce jour de Yom HaShoah, effectivement, c'est important de faire un petit point. Selon un récent sondage IFOP publié en janvier dernier, 20% des jeunes, entre 18 et 24 ans, je crois, ignorent ce qu'est la Shoah. Alors, est-ce que la BD peut contribuer, justement, via le dessin, à intéresser les plus jeunes à cet épisode historique? Oui, bien sûr, incontestablement. Et c'est même un support extrêmement utile pour tous les transmetteurs, pour les profs, pour les parents, pour les grands-parents, pour tous ceux qui ont à pouvoir mettre en dialogue avec les enfants, avec les jeunes de façon plus générale. Donc, mais c'est un des aspects des dizaines d'albums qui sortent et qui traitent de ce sujet.
On va probablement en évoquer quelques-uns Bien sûr. à la suite de cette conversation. Mais il y a une BD qui peut être considérée comme utile parce qu'elle reprend des faits, parce qu'elle raconte elle témoigne, elle raconte des destins. Ce qui est intéressant, et c'est ce que j'essaie de défendre très, très régulièrement sur cette antenne, c'est aussi le travail des créateurs, des dessinateurs, des artistes de façon générale, qui, au-delà de faits historiques, de raconter encore une fois des destins, c'est aussi de travailler sur la question du ressenti, de travailler sur la question de l'émotion, parce que juste les historiens ne suffisent pas. Juste les témoins ne suffisent pas. Je pense vraiment de façon tout à fait importante, enfin, complètement convaincu que les artistes ont aussi un rôle à jouer dans le petit décalage qu'ils apportent sur les œuvres artistiques et en particulier dans la BD. Alors, je vois que vous avez une très belle collection, Xavier Nataf, derrière vous, collection de bandes dessinées, effectivement. Et moi aussi, j'ai la mienne. Et on parlait d'ouvrages, effectivement, à connaître, les grands classiques. Et ce matin, j'ai apporté le fameux Maus de D'Art Spiegelman, effectivement, qui raconte finalement la Shoah, l'histoire de son père. On parlait effectivement de personnages qui sont représentés en animaux. C'est le cas de Maus, effectivement, des souris juives contre des chats nazis. Art Spiegelman qui a réussi peut-être là aussi à toucher un public plus jeune avec cet ouvrage. Que représente cette œuvre Maus aujourd'hui, Xavier? Il y a un avant et un après. Comme dans le cinéma, il y a un avant et après le film de Lanzmann, Shoah. Il y a un avant et un après Maus de Art Spiegelman. Art Spiegelman, c'est un juif américain qui a beaucoup œuvré dans les années 70 sur des BD très underground, sex, drogue and rock'n'roll, enfin qui était très très éloigné d'abord de sa judéité, enfin en tout cas dans son œuvre, et il était vraiment sur d'autres sujets. Et à un moment de sa vie, dans les années 80, au moment où justement commence aussi à se développer dans le monde de la bande dessinée ce qu'on appelle le roman graphique, d'ailleurs inventé ou en tout cas c'est le premier qui vraiment a créé ça, c'est Louis Leisner, un autre juif qui a beaucoup parlé de sa judéité. Il y a des auteurs qui commencent vraiment à parler à la première personne, qui commencent vraiment à raconter des choses extrêmement intimes, comme la littérature avait déjà commencé à le faire. Et Art Spiegelman, il commence à raconter dans son album, à travers des planches qu'il prépublie pendant 2 ans, la difficulté qu'il a de parler avec son père, qui est un rescapé de la Shoah. Il raconte comment finalement son père n'a jamais raconté son expérience concentrationnaire. Et pour le faire, il utilise, comme on en parlait tout à l'heure, le fait d'animaliser le personnage. Donc là, en l'occurrence, les juifs sont des souris, les nazis sont des rats et les autres protagonistes sont d'autres animaux. Et dans un dessin incroyable, des planches en noir et blanc d'une force exceptionnelle, il raconte dans un premier temps ou dans un premier niveau la difficulté du dialogue avec son père, c'est-à-dire comment son père n'arrive pas à raconter son expérience, mais lui la raconte à travers cette bande dessinée. Et c'est un album qui vient, une fois de plus, marquer l'histoire de la BD. C'est la première bande dessinée qui a le prix Pulitzer. C'est un album absolument fondamental. Pourquoi? D'abord parce que c'est la première fois qu'il y a un album où la Shoah est au cœur de l'histoire. Il y avait, on l'a dit depuis tout à l'heure, des tas de BD qui abordaient la question de la Shoah, qui effleuraient la question de la Shoah, dans laquelle la question de la Shoah était présente. Mais au fond, ça n'a jamais été le centre d'un album, c'était le cas. Et c'est un album qui a aussi changé, il a changé le regard qu'il y a sur la Shoah dans la bande dessinée,
mais il a aussi changé le regard qu'on a sur la bande dessinée. Donc il est absolument essentiel. Alors, Art Spiegelman fait justement partie de cette deuxième génération, ceux dont les parents et grands-parents ont survécu ou pas à la Shoah, à l'image aussi du Belge Michel Kichka. D'ailleurs, une de ses BD, certainement la plus célèbre, s'appelle Deuxième génération, ce que je n'ai pas dit à mon père, un récit autobiographique à travers lequel Michel Kichka retrace les instantanés décisifs d'une enfance, d'une jeunesse, d'une vie passée dans l'ombre de la Shoah, du plat pays à la terre promise, entre cauchemars, souvenirs drôles, moments joyeux et actes de délivrance. Alors je vous propose justement d'écouter un extrait d'une interview qu'il vous a accordé Xavier il y a peut-être quelques mois. Vous allez nous en parler. Alors on va écouter, on en parle juste après. Alors j'ai écrit Deuxième génération, qui est un roman graphique, autobiographique, que j'ai sous-titré Ce que je n'ai pas dit à mon père. Parce que dans ma famille, comme dans toutes les familles juives qui ont souffert de la Shoah, on ne parlait pas à la maison. Et nous avons tous grandi, mes deux sœurs, mon frère et moi, dans le silence pesant de mon père, à qui on ne posait jamais de questions. Et en grandissant, en devenant adulte, en me mariant, en ayant mes propres enfants, j'ai commencé à me retourner un peu sur mon passé et à comprendre qu'il y avait des choses qui n'avaient pas tourné très rond. Que finalement, ce traumatisme avait pesé très fort sur nos épaules. Et j'avais des tas de choses à dire à mon père, mais vu que c'était difficile de les lui dire en face, j'ai décidé d'en faire une bande dessinée et de la lui remettre pour qu'il la lise et qu'on puisse en discuter. Alors évidemment, en faisant cette bande dessinée, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour elle deviendrait non seulement un film, mais un film d'animation, qui est mon premier amour d'enfance. Quand on m'a proposé que ce livre soit adapté sous forme de dessin animé, j'ai tout de suite dit oui. Je ne savais pas du tout dans quelle aventure j'allais m'engager, mais j'avais une grande curiosité. J'étais aussi très surpris que ça intéresse tellement de gens, que cette histoire touche tellement de personnes. Et aussi, je me rendais compte qu'en fait, il n'y avait aucun dessin animé qui avait été fait sur ce thème. Ça n'existe pas encore. Donc, il y avait même un acte pionnier dans le fait que ce livre soit adapté sous forme de dessin animé. On l'entendait donc, le dessinateur Michel Kichka. Alors, votre réaction, Xavier ? Le dessin animé réalisé par Vera Belmont avec l'aide au scénario de Valérie Zenati, la grande écrivaine, s'appelle pas Deuxième génération, mais s'appelle Le secret de mon père, en fait. C'est effectivement une œuvre incroyable, cette Deuxième génération. Je voudrais juste j'allais dire rectifier, ou en tout cas préciser, Michel Kichka est effectivement d'origine belge, mais il a passé la majorité de sa vie, il est monté à 20 ans, et en fait c'est un des plus grands auteurs israéliens de bande dessinée. C'est même lui, au fond, qui a apporté la bande dessinée en Israël. C'est un contrepoint justement à Art Spiegelman, c'est-à-dire si l'album de Art Spiegelman, Maus, est basé sur le récit du père, justement, le temps passant et les générations passantes, Michel Kichka raconte ce que lui, fils de déporté, fils de rescapé, a ressenti. Et évidemment, l'album est passionnant. Non seulement il est extraordinaire, mais au fond, il raconte aussi le temps qui passe, ce récit sur la Shoah qui évolue. Et c'est ça qu'on voit tous les jours dans les publications de la BD. Alors, il nous reste un peu plus de 5 minutes, Xavier Nataf. On va essayer d'être le plus efficace possible. Il y a de nombreuses BD qui sont sorties ces dernières années, d'abord aussi sur les grandes personnalités résistantes de la Seconde Guerre mondiale, notamment Joseph Kessel, l'indomptable, de Judith Cohen-Solal et de Jonathan Ayoun. Et vous souhaitiez en parler, peut-être parler d'autres BD ? Alors, il y a plein de BD sur des personnalités, sur des gens importants, mais c'est vrai que celle-là me paraît intéressante parce que, bien sûr que ça parle des Juifs, ça parle de la Shoah, mais ça parle des Juifs dans le XXe siècle, au fond. Et c'est ça qui est génial, parce que l'épopée de Kessel, elle est incroyable. C'est un grand journaliste, un grand écrivain, et c'est un résistant. Et ça montre les Juifs vivants, et ça montre les Juifs résilients. Et donc, je crois qu'il y a un des aspects, par rapport à tous les albums qui sortent, qui moi, m'a beaucoup touché dans ce bel album qui est sorti cette année.
Alors on parle effectivement de la Shoah dans la bande dessinée. De nombreuses femmes aussi ont fait l'objet de récits autobiographiques. Simone Veil, que j'ai dans la main, Simone Veil ou la force d'une femme. Il y a eu aussi Ginette Kolinka. D'ailleurs, concernant Ginette Kolinka, vous avez interviewé Jean-David Morvan à propos d'Adieu Birkenau sur l'histoire de Ginette Kolinka. Alors on va pas avoir le temps de l'écouter, mais effectivement c'est important de revenir aussi sur ces personnalités féminines, Xavier. Alors, personnalité féminine, et puis là, on est à un cas, enfin, dans les albums qui sortent, j'essaie de les séparer. Il y a des récits historiques qui racontent des faits, il y a des récits de témoignages, et celui-là, comme celui de Simone Veil, en font partie. Et quand c'est au féminin, c'est d'autant plus intéressant. En tout cas, cet album reprend un certain nombre de témoignages que Ginette Kolinka a fait. Jusqu'à maintenant, elle ne souhaitait pas parler, puis à un moment, comme d'ailleurs souvent c'est le cas, bien la parole se libère, elle accompagne des groupes, notamment dans les lieux de mémoire, et cet album témoigne de ça. Et puis il y a aussi des fictions, des séries d'ouvrages, notamment Les Frères Rubinstein de Luc Bruchwig, Loïc Chevalier, l'Odyssée des deux frères entre le Paris des années 30 et le camp d'extermination de Sobibor. Ça, c'est aussi une série importante, hein, Xavier. Alors c'est une série, je crois, importante. Encore une fois, moi je suis amoureux du travail des artistes et je crois qu'ils embellissent le monde au sens qu'ils font penser au-delà justement des faits, et c'est ça qui est extrêmement important. Là, il s'agit d'une fiction. Alors, dans les fictions, il y a de tout. Il y a des choses qui sont réussies et des choses qui ne le sont pas. Je parle même pas de la qualité ni des dessins ni du récit, mais y compris dans la question du témoignage, puisqu'aujourd'hui on fait une émission sur la Shoah dans la BD, le jour de Yom HaShoah, jour où il est absolument nécessaire de comprendre, ou d'essayer de comprendre quelque chose d'ailleurs qui est incompréhensible, et d'essayer d'aborder cette question. Le travail des artistes, la question de la fiction, le décalage qu'apporte un scénariste est très important. Il faut qu'il soit évidemment honnête dans sa démarche, parfois ça n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps en tout cas ce sont des gens qui sont très documentés, très convaincus. J'en profite pour dire que les dessinateurs et les scénaristes qui réalisent ces BD ne sont pas tous juifs, loin de là. Et ça aussi, ça me paraît essentiel de dire que cette histoire, elle intéresse, elle fascine à un niveau qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est vraiment très important, parce qu'en fait, c'est une histoire qui, bien sûr, qu'elle concerne d'ailleurs les juifs, mais pas seulement. On parlait tout à l'heure des tziganes, on parlait de tas de gens, des homosexuels, des tas de gens qui ont été poursuivis et anéantis par les nazis. Mais au fond, elle sert de matrice à quelque chose qui permet de réfléchir sur la question de l'humanité et de la déshumanisation. Et en ça, les artistes, dont cette série-là, les frères Rubinstein, il y en aura 9 d'albums. Ça va aller donc de Sobibor jusqu'à la création de l'État d'Israël. Est une série absolument passionnante. Eh bien, merci beaucoup Xavier Nataf. Malheureusement, on n'aura pas le temps de détailler, même si on est deux passionnés de bande dessinée. On pourrait en parler pendant des heures, mais effectivement, beaucoup de BD sortis ces dernières années. On n'a pas parlé du fameux Klaus Barbie, aussi La Route du Rat qui a été un véritable carton. Mais on aura l'occasion de reparler de bande dessinée avec vous, Xavier. On vous retrouve quotidiennement pour Microsion, d'ailleurs sur Radio J.